Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective Hebdo. Depuis plus de 20 ans au Canada, l'Église catholique a entrepris un processus de guérison et de réconciliation en faveur des survivants autochtones des pensionnats. En effet, sombre nuage de l'histoire canadienne, en 1883, le gouvernement a établi des pensionnats dont la plupart ont été dirigés par des membres des églises chrétiennes afin d'enseigner les jeunes autochtones et de les assimiler à la culture nord-américaine. Ces pensionnats ont fonctionné pendant presque un siècle. Les différentes communautés religieuses et évêques des provinces où étaient ces pensionnats ont présenté des excuses. Une délégation avec des représentants des peuples autochtones a été reçue par Benoît XVI en avril 2009. Le gouvernement canadien a fait des excuses officielles il y a 5 ans et à la suite de cela, des commissions Vérité et Réconciliation ont été mises sur pied. L'une d'elles a eu lieu en avril dernier à Montréal. Est-il nécessaire de revenir sur ce passé douloureux pour faire ce travail de réconciliation et pour construire l'avenir? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Brian McDonough, directeur de l'Office de la pastorale sociale de l'archevêché de Montréal et membre du comité consultatif régional de la commission Vérité et Réconciliation. Il est avec nous via Skype. Bonsoir Brian. Bonsoir, sœur Marie-Noël. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre avec les technologies nouvelles qui sont quelquefois incertaines. Alors, dites-nous comment vous pouvez nous faire un rapide historique de ce passé douloureux et comment est-ce que c'est arrivé? Bon, il faut bien comprendre qu'au 19e siècle, le Canada connaît une expansion géographique très importante sur les territoires occupés par les nations amérindiennes. On est dans un contexte alors de colonialisme et même d'impérialisme. Et aussi, il faut reconnaître qu'au 19e siècle, il y a de plus en plus cette pensée marquée par un certain darwinisme culturel qui estime que les cultures européennes sont supérieures aux autres cultures. On voulait très vite assurer que les Autochtones sur le territoire occupé par le Canada puissent s'intégrer dans la société, dans la culture dominante. Et on estimait que les pensionnats pourraient faciliter, accélérer le processus d'assimilation culturelle et de suppression des langues amérindiennes. Oui, c'est ça, parce que vous avez parlé d'intégration, puis après, ça a dévié sur l'assimilation et la destruction, c'est ça, des cultures? Effectivement, on créait des pensionnats qui étaient dirigés par des communautés religieuses et une des conditions pour justement l'appui financier du gouvernement fédéral, c'est que les langues devaient être abolies. Un Amérindien qui parlait sa langue natale était puni. On enlevait toutes les manifestations identitaires et on supprimait tous les symboles, les signes d'identité autochtone. Vraiment, on voulait transformer ces peuples autochtones en Européens. Oui. Et à tel point que le ministre des Affaires amérindiennes en 1920 estimait que les pensionnats seraient la meilleure façon de essentiellement éliminer l'existence des peuples autochtones comme entité culturelle au Canada. Alors c'est sûr qu'avec les yeux d'aujourd'hui, on se dit c'est inimaginable. Et puis maintenant, on est beaucoup plus dans le respect des cultures. Et puis les survivants sont là pour en parler. Et donc la commission Vérité et Réconciliation permet de faire ce travail de mémoire. Effectivement. Mais il faut aussi reconnaître que des enfants de bas âge, 5-6 ans, ont été arrachés de leur famille et intégrés dans des pensionnats où la culture était tout à fait différente, aliénante, extrêmement difficile. Et lorsque les parents voulaient visiter leurs enfants, c'était des visites contrôlées, surveillées et même découragées. C'était une situation épouvantable pour ces enfants. Oui. Et le but de ces commissions, c'est de faire connaître aux Canadiens cette histoire qui est très douloureuse et dont on n'a pas envie d'en parler souvent. Hein. Effectivement, il y a une tentative au Canada de oublier justement cette page tragique, cette page inacceptable de notre histoire avec les peuples autochtones du Canada. Et en plus de ça, il faut reconnaître qu'avec les années, il y a eu une accumulation inacceptable de violences physiques et d'agressions sexuelles qui a laissé des séquelles épouvantables. Et la Commission Vérité et Réconciliation voulait justement offrir une occasion pour des survivants, leurs enfants,
leurs petits-enfants et tous les gens qui étaient touchés par les pensionnats de s'exprimer sur cette tragédie. Oui, alors justement, lors de cette commission, il y avait une des membres, Madame Madeleine Basile, que Koivu a pu rencontrer, et elle nous explique un peu ce qu'elle fait au niveau des jeunes et comment la commission permet aux personnes de se reconstruire. Dans le projet Koskigwedan, qui veut dire retour aux sources, nous offrions des thérapies individuelles que nous appelions la thérapie de l'enfant intérieur. Ça, c'est un processus individuel. Puis nous faisions aussi des thérapies de couple. Là, dans les dernières années du projet, nous en allions vers les thérapies familiales. Mais tout d'abord, avant d'élaborer un programme de thérapie familiale, nous avions fait des activités de guérison familiale. Alors, c'est là que les activités de guérison y ont pris fin, parce que le gouvernement fédéral il a coupé tous les fonds de guérison. Les 4 jours ici, ça a passé vite, selon moi. C'est des activités très condensées, je pourrais dire, là. Puis c'est beaucoup de monde, c'est bien. Une invitation a été lancée aux survivants et leurs familles. Ils ont répondu à l'invitation, puis je suis très fière de ça. Cependant, n'oublions pas les survivants qui ne sont pas ici, soit par décès, ces personnes-là, là, les survivants ne sont plus. J'ai eu une pensée particulière pour ces personnes-là. Aussi, les survivants qui n'ont pas pu se déplacer de leur communauté pour venir ici à Montréal. J'ai eu beaucoup de pensées aussi pour ces survivants-là. Les travaux de la commission de vérité, c'est précurseur. C'est un précurseur pour un avenir prometteur, aussi un avenir de guérison, de réconciliation. Vous êtes tous des lumières. Je demande que vous retourniez auprès de vos familles avec tout votre amour, avec toute votre humilité, toute votre grandeur de ce que vous êtes. Ici, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe, hein? C'est ici que ça se vit. Miigwech dindon. Miigwech. C'était donc Madeleine Basile, membre du Comité national des survivants, en lien avec la commission Vérité et Réconciliation, qui nous parlait des jeunes. Alors justement, Brian, les jeunes, c'est un gros souci parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de suicides et que comme ils sont les descendants de personnes qui ont été abusées ou qui ont eu un passé difficile, ils sont mal. Et il y a donc beaucoup de choses à faire pour eux. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de jeunes autochtones qui ont passé des années loin de leur famille, loin de leur culture, dans les pensionnats, ont eu beaucoup de difficultés à réintégrer, je peux dire, leur communauté et leur tradition autochtone. Cela a créé une situation d'aliénation, des blessures qui ont pu avoir des séquelles. Pas dans tous les cas, mais certaines personnes ont, suite à leurs années dans les pensionnats, suite aussi à la réalité des abus et des agressions, ont sombré dans le problème d'alcool, d'autres difficultés, la toxicomanie. Et cela a créé une situation très, très difficile lorsque ces personnes ont eux-mêmes eu des enfants. Ces personnes, quelquefois, ont été privées de l'affection ou d'un contact avec leurs propres parents. Et lorsque c'était à leur tour d'élever les enfants, on voit les conséquences, les séquelles. Alors, c'est vraiment un drame multigénérationnel, sans parler de la coupure entre, je veux dire, les traditions dans lesquelles ces enfants avaient passé leurs premières années et puis la situation dans laquelle elles se trouvaient. La collision des cultures, l'aliénation vécue, plus les blessures individuelles ont laissé des séquelles épouvantables. Et donc là, par rapport à la commission Vérité et Réconciliation, vous avez participé à ces 4 jours, donc vous avez entendu énormément de témoignages. Est-ce que des jeunes étaient là aussi ou c'est plutôt des personnes plus âgées qui ont témoigné?
Le premier jour, il y avait des étudiants, des étudiantes du secondaire qui ont passé la journée, qui ont été sensibilisés avec des films, avec des témoignages. Le fameux mercredi matin, il y avait 500 étudiants des secondaires dans la métropole de Montréal. Ça a été un moment très, très fort. Mais je peux vous dire que lors des autres moments de les 4 jours, c'était surtout des personnes, je dirais, dans la cinquantaine, soixantaine. Il y avait beaucoup de survivants qui sont venus participer à cet événement à Montréal. 600 survivants se sont inscrits et ils étaient très souvent accompagnés par leurs conjoints ou conjointes, membres de leur famille et peut-être d'autres amis. Oui, oui, parce qu'on a vu un peu dans les cercles de parole là que les gens étaient soutenus parce que c'était quand même très, très difficile. Effectivement. Oui. Je peux vous dire, pour avoir participé avec Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, justement à ces séances de partage des survivants, que c'était des récits très difficiles. Quelquefois, c'était insupportable. On voit la douleur de l'épreuve de coupure de leur famille, de leur milieu familial. On voyait vraiment des témoignages très, très durs, très pénibles. Mais c'est important que ça soit dit, que ça soit noté pour construire le futur, sinon c'est le nier. Effectivement, j'estime qu'il était absolument essentiel que des personnes qui ont passé par les pensionnats puissent dire leur expérience, faire le récit de leur jeunesse, de parler de ce qu'ils ont pu vivre et puis, encore une fois, les conséquences des pensionnats, comment ça les a marqués et comment ils ont pris des moyens pour pouvoir s'en sortir, toujours dans une perspective, je dirais, de justice réparatrice. Oui, alors justement, il y avait des personnes du Centre de justice réparatrice qui ont animé un atelier de feutrage pour retrouver sa fibre personnelle, où il y avait des personnes autochtones qui participaient et aussi des personnes canadiennes. Donc voilà, Koivu a fait un reportage, on va le voir. Ça nous a semblé intéressant au Centre de services de justice réparatrice de faire un partenariat avec les femmes autochtones du Québec pour proposer un atelier vraiment pour se libérer en fait. Donc c'est une personne qui a été elle-même victime d'abus sexuels dans l'enfance, qui a trouvé très libérateur de travailler le feutrage et de se libérer grâce au textile. On a voulu que les gens qui ont été déjà victimes d'abus puissent reconstruire leurs fibres et c'est une technique simple qui peut se faire quand même assez rapidement. Donc, c'est dans l'esprit de reconstruire une nouvelle fibre et de créer un châle qui soit réconfortant pour eux autres et qui puissent repartir avec leur œuvre en terminant la journée. Alors là, donc, derrière moi, il y a 4 participantes autochtones et 4 participantes non autochtones. Comme je disais, il y a certaines survivantes du pensionnat résidentiel ou d'autres personnes qui ont vécu des crimes ou des traumatismes et qui ont souhaité vivre cette démarche ensemble. On leur a remis au début de la journée un tricot fait à base de mérino et soie. Et je ne leur ai pas laissé le choix parce que c'est comme la vie ne te donne pas toujours le choix de ce qui t'arrive. Et à partir de là, je leur ai fait choisir quand même la couleur de leurs fibres qu'elles allaient utiliser. Et elles ont créé chacune à leur façon, chacune avec leur propre couleur, un châle. Donc les étapes, c'est de vraiment installer le châle, défaire la toison, l'installer sur la table, créer un motif si on le désire et mettre sa couleur, au niveau des fibres. Ensuite, savonner. C'est comme un rituel de nettoyer le passé et d'arriver à une nouvelle fibre. On va les rincer et après ça, on aura notre châle qui va être complété. C'est aussi recréer du lien. C'est aussi le principe de la justice réparatrice, de recréer du lien et dans une démarche de libération, parce que c'est assez physique hein, de travailler avec le savon. Donc voilà, de libérer ses émotions et ensemble de recréer un tissu protecteur. Et c'est pour mettre en accord, mettre en harmonie. J'ai de la misère des cheveux. Parce que j'ai des cheveux aussi, puis je sais.
On voudrait offrir à la commissaire Wilson un châle qui est ici, qui reprend les couleurs du cercle de réconciliation, le orange et le bleu du CSJR, sur un fond gris, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu une vie dans un fond gris. Et on pense que les cercles de réconciliation peuvent aider les victimes à repartir et avoir une nouvelle fibre. Alors, je souhaite à chacun de vous de créer une nouvelle fibre. C'était donc un reportage de Koivu sur un atelier de feutrage au cours de la commission Vérité et Réconciliation à Montréal. Donc, il existe des activités qui permettent de reconstruire les personnes, comme on vient de le voir dans ce reportage. Est-ce qu'il y avait d'autres activités dans ce sens-là pendant ces journées? Une des activités qui a été le plus appréciée par les survivants et les survivantes, c'est de pouvoir examiner les archives photographiques qui avaient été offertes par les communautés religieuses, notamment les missionnaires Oblats de Marie. Il y avait des photographies prises dans les pensionnats à Amos, Pointe-Bleue, Port Harrison et dans d'autres pensionnats qui étaient tenus par des communautés religieuses. Et des personnes pouvaient venir devant un grand écran et examiner des photographies. Et lorsqu'ils se reconnaissaient ou s'il y avait une photographie qui avait un sens pour ces survivants, survivantes, nous pouvions en faire la reproduction, ce qui était beaucoup apprécié par les personnes. Je me souviens d'un moment très, très fort. J'étais assis à côté d'une femme dans la soixantaine qui montrait sur l'écran à sa fille des images d'elle-même lorsqu'elle était encore à l'école. Et puis, elle identifiait d'autres personnes. C'était des personnes qui étaient aussi dans sa classe. Or, quelques minutes plus tard, elle lève la tête et qui est-ce qu'elle voit venir vers elle? Deux femmes dont le nom elle venait d'indiquer à sa fille. Et c'était un moment de grande retrouvaille. Ouais. Ça faisait 40 ans qu'elle ne s'était pas revue et c'était un moment très, très fort d'émotion. Accolades, des larmes de joie, mais aussi des souvenirs difficiles aussi. Oui. Mais les larmes font partie aussi du processus de guérison. Absolument. Et c'est pouvoir revisiter le passé, comprendre que ces moments difficiles, ces moments douloureux sont inscrits dans son être et de pouvoir les nommer, les partager avec les autres. Ça fait partie de la démarche de guérison. Oui, et puis j'ai entendu dire que même les Kleenex étaient mis dans des corbeilles spéciales qui étaient brûlées. Il y avait tout un rituel aussi. Effectivement, nous estimions que ces larmes avaient une portée sacrée et qu'il ne fallait pas les mettre dans une poubelle. Il fallait au contraire les mettre dans un feu sacré afin de pouvoir les offrir au Créateur et ainsi donner un sens, contribuer à donner un sens à ces souvenirs, à ce rappel de moments difficiles, pénibles dans sa vie. Mais ces commissions-là sont un début, hein? C'est un premier pas. On pourrait dire que c'est un premier pas. Oui, j'avais espéré, moi, que cette démarche puisse apporter une certaine clôture, mais je constate que vraiment, nous sommes vraiment au début. Nous sommes dans un contexte où il faut vraiment faire une écoute profonde, une écoute respectueuse du vécu des uns et des autres, certainement des survivants et survivantes de leur famille, mais aussi des religieux, des religieuses qui ont été impliqués dans les pensionnats. Il faut toujours se rappeler qu'il y a eu beaucoup de bon travail fait par les religieux et religieuses. Et une des tragédies dans cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs religieux et religieuses qui sentent que leur vie a été gâchée, que tout leur effort, finalement, ça a été pour rien. La population du Canada doit faire un examen de conscience par rapport à sa relation avec les Premières Nations. On est vraiment au début du processus de guérison. Oui.
Donc c'est vraiment, ces journées-là ont été vraiment fortes et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un premier pas. Comment est-ce que vous envisagez la suite, là, pour continuer? Alors, c'est important de reconnaître que nous sommes tout au début d'un processus de guérison, de dire la vérité et demander pardon et entreprendre une démarche réelle de réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation va poursuivre ses audiences. Au mois de septembre, la Commission sera à Vancouver et à l'automne à Edmonton. Et il y aura une activité aussi à Ottawa. La Commission accueille toutes ces déclarations qui sont bien consignées et va éventuellement préparer un rapport avec des pistes d'action. Mais entre-temps, il me semble que nous avons un devoir collectif de mieux s'informer, se sensibiliser par rapport à la réalité des Premières Nations, des peuples autochtones au Canada, de mieux respecter leur rapport à la réalité canadienne actuelle, de aussi comprendre la menace qui pèse sur ces cultures-là avec la disparition des langues. Maintenant, ce sont des gens dans la soixantaine ou des gens qui ont 70 ans qui parlent encore bien une langue amérindienne. Or, ces personnes sont en voie de disparaître et c'est vraiment une vision du monde, c'est une cosmologie, c'est une richesse inouïe qui est en train de disparaître avec la disparition des langues. Il me semble que collectivement, nous pouvons faire quelque chose pour assurer, pour encourager des jeunes autochtones d'apprendre leur langue autochtone. Alors, il y a aussi, je pense, une démarche en Église de peut-être célébrer l'apport de ces cultures en peut-être revisant un peu notre compréhension de l'histoire et de vraiment mieux apprécier l'impact des pensionnats, l'impact qui a empoisonné en quelque sorte l'Église catholique et les autres églises et les peuples autochtones que ces églises tentaient de desservir. Oui. Je me souviens qu'il y a 2 ans, je crois, les évêques avaient proposé un carême de réconciliation avec des documents justement pour se rencontrer avec des survivants, avec des autochtones. Je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'écho. Oui. Effectivement, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec avait préparé un excellent outil. Madame Louise Royer avait énormément contribué à la préparation de ce dossier. Et il me semble qu'il y a lieu de revisiter cela, d'encourager une meilleure appropriation de cela. Il faut vraiment faire un travail collectif en vue de contribuer à la guérison et un jour à une réconciliation entre les peuples, entre les cultures. Et la Sainte Cathérie a été canonisée là, il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez qu'elle peut aider à favoriser cette réconciliation? Vous savez que Sainte Cathérie a vécu à un moment où il y avait de vives tensions au sein des communautés autochtones et aussi dans les relations avec les cultures blanches, les puissances européennes qui arrivaient. Une période de tension, d'incompréhension. Il me semble que nous pouvons demander à Sainte Cathérie son aide, sa lumière, son intercession afin qu'on puisse surmonter les obstacles en nous, les préjugés, le racisme même, afin de vraiment accueillir les autres comme elles sont et aussi accueillir notre propre histoire. Merci beaucoup, Brian, de nous avoir éclairés et de nous avoir donné l'espoir. Merci de m'avoir invité. Pour continuer notre réflexion, vous pouvez aller sur le site de la CECC, Conférence des évêques catholiques du Canada, qui a beaucoup de documentation, et puis aussi le site de la Commission Vérité et Réconciliation, trc.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.